Je vous propose qu'on commence doucement. Donc, bonjour à tous pour ce petit webinaire ou visioconférence un petit peu sur l'agriculture sans labour et donc j'admets de nouvelles personnes. L'agriculture sans labour et notamment en contexte méditerranéen, en bio, sans herbicides, comment on régule des couverts végétaux ou des cultures sans labour, comment on entretient tout ça. Donc, juste avant de rentrer dans le détail du sujet, donc, j'ai coupé les micros de tout le monde là, ou pensez bien aussi à couper vos micros si je ne l'ai pas fait, pour éviter qu'il y ait un petit peu des interférences parce qu'on est assez nombreux. Et puis, bien sûr, après, vous pourrez rouvrir vos micros quand on passera à la phase plutôt d'échange et de questions. Et puis, voilà à peu près pour les consignes. Vous avez un chat aussi sur lequel vous pouvez discuter, poser des questions pour la soirée. Donc, on organise ce petit webinaire là avec donc Alexis Bach, donc, qui était en stage à Agribio 04 il y a quelques semaines encore. Des gens. Donc, on organise ce petit. Désolé, j'accueille encore des mots. Voilà. Donc, on organise ce webinaire du coup sur l'état des lieux un petit peu de l'agriculture bio sans labour, avec des couverts végétaux dans un contexte méditerranéen. C'est ça qui va nous intéresser ce soir. On fait ça dans le cadre d'un projet financé par le FEADER, c'est-à-dire financé par l'Europe. Voilà, donc vous avez ici l'ensemble des partenaires du projet, donc, qui est piloté par le Bio de Provence et Agribio 04. Avec tous les partenaires. Donc, le projet, c'est un projet sur la gestion des couverts végétaux sans herbicides dans les filières PAM et grandes cultures en conditions méditerranéennes. C'est un financement de l'Europe et de la région qu'on remercie pour la confiance qu'ils nous accordent. Projet du coup qui rassemble l'ensemble des partenaires que vous voyez ici, donc plutôt des partenaires des instituts techniques, donc Arvalis, le CRIEPAM, donc spécialisé dans les plantes aromatiques, des instituts plus de recherche. On a Montpellier Supagro, donc l'INRA, l'ITAB, l'ISARA aussi en termes de structure d'enseignement agricole, et puis des instituts après du développement agricole, donc Agribio 04 que je représente aujourd'hui, et puis la Chambre d'agriculture du 04. On a aussi dans ce projet deux exploitations agricoles, donc l'exploitation de Valabre, donc un lycée agricole vers Aix-en-Provence, et l'exploitation de l'Île-sur-Sorgue, qui est un lycée agricole aussi près d'Avignon. Et puis l'atelier paysan, du coup, qui est une coopérative de co-conception de matériel chez les agriculteurs. En deux mots, ce n'est pas l'objectif de ce soir, mais l'objectif du projet, c'est d'avancer justement sur les couverts végétaux en conditions méditerranéennes dans les filières PAM et grandes cultures, ou dans les rotations PAM et grandes cultures. Donc, ça suppose plusieurs actions dans ce projet. Premières actions pour identifier quels sont les couverts végétaux adaptés aux conditions méditerranéennes. Je dirais même plus, quelles sont les stratégies d'insertion des couverts végétaux dans les rotations en conditions méditerranéennes, avec un climat qui est assez particulier, où les couverts végétaux annuels sont, sauf si vous avez l'irrigation, la réussite des couverts végétaux annuels est quand même assez aléatoire du fait du climat assez atypique et des sécheresses qui sont prolongées l'été et qui fréquentiellement sont de plus en plus marquées. Donc, dans le projet, donc ça avait fait l'objet d'un webinaire qu'on avait fait au mois de juillet. Je remettrai le lien en bas sur la vidéo. Dans le projet, on a testé aussi tout un tas de couverts végétaux, donc des stratégies plutôt de couverts végétaux annuels et puis des stratégies plutôt de couverts végétaux pluriannuels. Donc, une partie des résultats à disposition. Donc, quels sont les couverts végétaux qui sont adaptés à nos conditions de culture? Quels services on est en droit d'attendre de ces couverts végétaux en termes de structuration du sol, en termes de restitution d'azote, en termes de concurrence vis-à-vis des adventices? On a tout un tas de résultats intéressants là-dessus. Comment on va aussi associer ces couverts végétaux à des cultures? Donc, ça peut être le cas dans des couverts végétaux, dans des interrants de plantes aromatiques. Donc, on va un peu parler aussi, et ce soir, et sujet sur lequel on travaille activement avec le CRIEPAM, ou même des couverts végétaux qu'on va associer avec des grandes cultures.
avec des modes de destruction ensuite de ces couverts végétaux mécaniques ou par le gel, avec des objectifs là aussi d'améliorer la fertilité des systèmes, d'augmenter la couverture, de lutter contre l'érosion et puis d'améliorer aussi l'économie en fait, des systèmes, la qualité et ou de maintenir ou d'améliorer les rendements. Donc, on a vraiment exploré un peu tous ces résultats depuis maintenant 2017 dans ce projet. On a commencé à vous en faire la synthèse. On va continuer à vous en faire la synthèse jusqu'à la fin de l'année et puis jusqu'au début 2020. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une question qui préoccupe à juste titre bon nombre d'agriculteurs, qui est comment on va les gérer, ces couverts végétaux. Comment on va les gérer? Alors, sans herbicides, c'est l'objectif du programme. Et comment on va les gérer, si possible, sans labour. Alors, je dis si possible parce que ce n'est pas forcément un objectif en soi, ça dépend des objectifs des producteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont intéressés par, sont inspirés en bio par ce qui se fait en agriculture de conservation des sols. Et donc, si on arrive à augmenter la couverture végétale des sols et à diminuer le travail du sol, on sera dans des systèmes vertueux et des systèmes gagnants, mais il faut réussir à les maîtriser en bio, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, pas forcément de position dogmatique sur le labour, mais là, ce soir, on va explorer avec le travail qu'a fait Alexis, on va explorer un petit peu les stratégies qu'ont les producteurs, gèrent leur couvert ou leur culture sans labour et sans herbicide en contexte région Sud-PACA, qui est un contexte climatique assez particulier. Donc, je vais laisser la parole à Alexis, qui a travaillé pendant 3 mois au sein d'Agribio 04 sur ce sujet. Et puis, je vais faire un peu le monsieur loyal de la soirée ou compléter ce que va dire Alexis. Donc, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est que vous mettez dans un premier temps les questions dans le chat, dans la réflexion. Et puis moi, Alexis, je t'interromprai s'il y a des questions de compréhension. N'hésitez pas. Et puis, je ferai le relais de ces questions. Alexis, je te laisse la parole. Je te laisse peut-être te présenter en 2 mots. Et puis après, montrer un petit peu le résultat de ton travail et de tes réflexions avec les producteurs avec lesquels tu as travaillé. Ok. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alexis Bach, je suis actuellement en 5e année d'école d'ingénieur agronome à Beauvais, au nord de Paris. Et donc, j'ai réalisé un stage de 3 mois entre ma 4e et ma 5e année cet été chez Agribio avec Mathieu en tuteur de stage. Et donc, on a effectivement travaillé sur la partie couverts végétaux et justement gestion de ces couverts végétaux sans herbicides. Et on va voir par quels moyens mécaniques en fait les agriculteurs de la région PACA gèrent ces couverts végétaux en agriculture bio. Donc pour faire un rapide plan de la soirée, je vais commencer par une légère introduction sur les couverts végétaux et une introduction sur la charrue également. Comment on va pouvoir la remplacer et dans quel contexte. On fera également une ouverture sur les outils qui n'ont pas été traités, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisés aujourd'hui par les agriculteurs de la région PACA, ou en tout cas ceux que j'ai enquêtés, mais qui pourraient être intéressants par la suite dans le développement de nouveaux itinéraires techniques. On va également se poser la question du besoin du semoir de semis direct en agriculture bio de conservation des sols. On fera un rapide passage par les solutions des désherbages qu'on devait traiter dans ce sujet, mais qui ne sont pas une priorité pour la soirée. Il y aura également un focus sur les ouvertures qu'amènent les cultures associées aujourd'hui, et notamment avec les expérimentations d'Agribio. 2 ouvertures sur des solutions de rattrapage des solutions de rattrapage mécanique en agriculture bio. Et puis, on finira par le focus
sur les couverts végétaux, enfin la gestion des couverts végétaux en lavande et en lavande. Voilà pour le plan de la soirée. Donc en introduction, on va évidemment parler du projet PEI couverts végétaux. Et donc comme l'a rappelé Mathieu, donc on se place dans le contexte pédoclimatique de la région PACA. Et donc après avoir identifié les différentes espèces de couverts et les potentiels enchaînements de couverts et de cultures qu'on peut réaliser et qui semblent fonctionner dans la région, on va s'intéresser à comment les détruire ou comment les gérer, avec quel équipement et quel réglage. Et l'étude qui suit, en fait, elle a été réalisée via des enquêtes sur le terrain chez les agriculteurs adhérents à Agribio, et dont certains sont là ce soir. Donc, un salut à tout le monde. Donc, un petit rappel au niveau des couverts végétaux et des avantages qu'on peut en tirer. L'un des principaux avantages, c'est quand même la lutte contre l'érosion. Euh, Mathieu m'a montré des photos de l'automne dernier et j'espère que ça ne se reproduira pas cette année, mais malheureusement, on est amené avec le changement climatique à subir des épisodes de plus en plus intenses, notamment au niveau des pluviométries, et ça a commencé à se voir là en Italie notamment, et dans le sud-est de la France. Donc, ça, c'est une grosse problématique à laquelle les couverts végétaux peuvent répondre. Éviter les lixiviations, évidemment, notamment d'azote, hein. La structuration des sols et la lutte contre la battance, ça, on va le voir, notamment, il y a des outils qui vont être plus ou moins à même de garder cette structure de sol et lutter contre cette battance. La fixation d'azote via les légumineuses, donc ça, évidemment, c'est bien connu de par les nodosités. Augmenter la matière organique, ça c'est également un but qu'on a retrouvé dans beaucoup de démarches chez les agriculteurs et qui permet également de lutter contre la battance. Le stockage du carbone, on commence à en parler au niveau même rémunération, donc au-delà de l'aspect environnemental qui est intéressant, peut-être que financièrement ça peut commencer à le devenir. Et puis ensuite, on a la lutte contre les adventices et la lutte contre le dépérissement de la lavande. Ça, c'est des cas particuliers qu'on abordera à la fin. Voilà pour la partie couverts végétaux. Et la question se pose de pourquoi est-ce qu'on veut les implanter sans labour. C'est majoritairement pour une question aussi d'érosion, de structure, de préservation de la vie des sols, et puis d'améliorer la portance, c'est-à-dire pouvoir intervenir dans des conditions qui sont parfois compliquées. Et donc, les couverts végétaux et le fait de les implanter sans labour peuvent nous permettre d'améliorer ces conditions. Donc, au niveau des techniques d'implantation sans labour avec couverts végétaux, quand est-ce qu'on le fait? Alors, chez beaucoup d'agriculteurs, ça se fait sur des céréales diverses, sur des céréales de printemps, derrière des prairies, derrière des luzernes, derrière des sainfoins, derrière des couverts spontanés ou semés. Disons qu'on peut les utiliser dans toutes les conditions. Il faut juste connaître un petit peu les clés qui vont nous permettre de à la fois nous passer de la charrue et de travailler le moins possible le sol. Voilà. Donc la question, c'est comment se passer de la charrue. Donc là, on rentre dans l'étude pratique, vraiment des équipements que j'ai vus sur les fermes pendant l'été et avec des différents témoignages. Donc on va étudier en particulier ici trois outils, le scalper, le rotavator et le Dynadrive, avec des efficacités de destruction différentes et un nombre de passages différents selon les outils. J'y reviendrai par la suite. Ça, c'est juste un tableau récapitulatif qui fait office d'introduction
pour un peu comprendre quels indicateurs on va regarder. Donc, le nombre de passages, le débit de chantier, les besoins de traction, le prix de l'outil, évidemment, les consommations de carburant, la polyvalence, en fonction du type de sol. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec le rotavator. Donc, on l'a vu, en fait, c'est un outil animé à axe horizontal. L'objectif, c'est de venir scalper la plante en dessous du collet, donc 2 à 4 cm de profondeur de travail, et surtout de séparer la racine de la partie foliaire pour éviter toute repousse et former vraiment un mulch de surface dans les 5 premiers centimètres. Ça, c'est l'idéal. Donc, suivant le type de sol, hein, évidemment, parce que ça va beaucoup bouger si on est dans le cas de sable ou d'argile un peu lourde. On va privilégier des passages sur sol frais, plutôt ressuyés, de manière à faire un peu de terre fine quand même, parce que le rotavator permet en fait de semer en direct quasiment derrière. Par contre, c'est pas, enfin, en fonction du développement du couvert, il va pas forcément l'avaler. C'est-à-dire que parfois, il faut privilégier un broyage ou un passage d'échaummeur à disque, ou enfin quelque chose qui nous permet d'atténuer le volume de végétation et qui nous permettent après de passer dans de meilleures conditions au niveau du rotavator, parce que sinon on va avoir des bourrages, notamment en cas de couverts ligneux qui vont en fait s'enrouler autour de l'axe horizontal. Et en fait, je vous ai mis ici partout en fait sur le diapo, vous avez des liens vers lesquels vous pouvez cliquer pour justement, si vous avez envie d'approfondir en fait la réflexion et d'avoir des témoignages ou des images de ce qui peut se passer avec l'utilisation de ces outils. Donc, petite précision, donc on va mettre le webinaire en ligne et puis on va mettre aussi le diaporama en ligne. Donc comme ça, vous aurez un peu tous les liens vers les vidéos, vers les résultats d'expérimentation dont on va parler ce soir. Ensuite, au niveau du type de sol, il faut faire attention puisque en terre trop argileuse, on va faire, ça va demander énormément d'énergie, de carburant, et dans le cas où on a des cailloux, ça amènerait une usure ou une casse importante des dents. Donc, dans ces cas-là, il faut faire attention aussi. L'une des clés aussi, c'est de travailler avec le capot du rotavator ouvert. On va le voir sur un des autres outils. C'est notamment pour l'effet mulch, en fait. Essayer de faire retomber la terre en premier et ensuite les débris végétaux. Donc là, c'est l'itinéraire technique en gros du rotavator. Ici, cette partie, la deuxième partie, fauche, pâturage, broyage, d'échaummeur à disque, elle est pas obligatoire, entre guillemets. Elle dépend vraiment du développement du couvert et si le rotavator est capable de l'avaler ou pas. Donc ensuite, on a un premier passage de rotavator sur sol plutôt ressuyé et surtout en prévision de conditions séchantes. C'est-à-dire que derrière le premier passage de rotavator, on va laisser sécher un maximum pendant 10 à 15 jours. Si on a des conditions sèches, c'est le top en fait. Faire griller les adventices en surface, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis ça laissera aussi au sol le temps de digérer un peu le mulch. Donc ensuite, on va arriver pour le semis. Donc si le champ est propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de repousse et on a eu la chance d'avoir des conditions séchantes, on peut semer en direct à ce moment-là sans nouveau travail du sol et rouler derrière sans souci. Si on est dans le cas
où on a eu des repousses, souvent les agriculteurs privilégient un semis, donc non pas en direct, mais soit avec un semoir combiné, soit avec un semoir rapide, enfin en tout cas avec un mini passage un mini travail du sol juste avant, en surface, juste uniquement pour semer sur sol propre et partir sur un sol propre au départ de la culture. Donc au niveau des données techniques, donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que au niveau des besoins de traction ou des consommations, etc., c'est des chiffres qui sont à titre indicatif, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi du type de tracteur que vous utilisez, de la longueur de l'outil, de la profondeur que vous utilisez, enfin que vous privilégiez, etc. Donc, c'est des choses, voilà, on a essayé de mettre des chiffres. Après, tous ne sont pas tout à fait conformes, disons, à ce que vous verrez, vous, sur vos exploitations. Ça va dépendre de l'équipement de chacun. Chose qui est sûre, c'est que un des gros points faibles quand même du rotavator, c'est le débit de chantier, hein, parce qu'on a une vitesse de travail qui est faible et en général, c'est des largeurs d'outils qui sont également faibles. Par contre, on a un prix d'achat, notamment sur du rotavator d'occasion qui est intéressant. Et souvent, même très souvent, on a un vieux rotavator sur la ferme qui traîne. Alors, sur les nouveaux rotavators, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ils ont monté en fait des roues qui permettent et on va le voir par la suite, c'est une des clés pour l'agriculture bio de conservation. Ces roues-là, elles permettent de régler vraiment très précisément la profondeur de travail. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans notre cas, puisque en fait, on veut un scalpage vraiment dans les premiers centimètres pour séparer la racine de la végétation. Et ça, c'est très, très important. Donc, les roues nous permettent de vraiment très bien gérer la partie profondeur. Et ensuite, on va privilégier des dents en L avec un angle d'attaque agressif et le plus de recouvrement possible. Et ces dents en L, là, il faut qu'elles soient de part et d'autre des différents disques qui sont sur l'axe horizontal, là, de manière à avoir le plus d'agressivité sur la végétation et de détruire de manière très très efficace et sur toute la surface, de rien laisser passer en fait, de manière à avoir un résultat optimal. Et si on a des conditions séchantes après, pas de repousse et donc avec un objectif de semis sur sol propre. Je vous ai mis là un titre indicatif, donc une fourchette de prix et puis des différents constructeurs. Celle que vous voyez en haut, là, la grosse jaune, c'est le constructeur Alpego. Donc les flasques, les dents et les roues sont très bien adaptés à ce type de travail chez ce constructeur-là. Falk également, et après, à raison de quelques modifications, ces dents-là se trouvent et donc c'est assez facile de jouer avec ça. Donc au niveau des avantages et des inconvénients du rotavator, donc on a plutôt un bon résultat de destruction. On arrive à travailler à faible profondeur et avoir des bons résultats de destruction. Et on a un mulch de surface avec de la terre fine qui est prête à semer en un seul passage. En gros, on est capable d'avoir des résultats intéressants sous réserve d'avoir des conditions séchantes derrière. L'inconvénient, c'est que c'est un outil animé. Alors pour les puristes de l'agriculture de conservation, le travail du sol est un sujet tabou, on va dire. Donc un outil animé, ça peut être compliqué, ou en tout cas dans la psychologie de chacun, ça peut être rédhibitoire. Un des gros désavantages aussi, c'est le débit de chantier, évidemment. On a une consommation de carburant parce que il faut quand même l'entraîner via une prise de force, le
le rotavator. Et puis, ça ne convient pas à tous les types de sols. On l'a dit, des argiles très lourdes, il va avoir du mal à se mettre en route et ça va demander une grosse consommation de carburant. Et puis, au niveau des cailloux, ben, c'est beaucoup d'usure et beaucoup de casse à ce niveau-là, au niveau des dents notamment. Donc, on passe sur la partie scalper. Donc, Attends, ça, c'est… Alexis, avant que Ouais. tu changes de matériel, donc, Mhm. deux questions, deux remarques. Ouais. De Franck Deligny, qu'on salue, salut Franck, Mhm. qui nous dit qui précise qu'il y a des rotovateurs avec des rouleaux pour régler la profondeur de travail depuis déjà assez longtemps, ce qui est vrai. Ouais. Et Ouais. après, une question de Damien qui nous dit qu'il a un rotavator, mais qui limite son emploi car il a lu que ça cassait trop le travail, enfin ça cassait trop les mycorhizes dans le sol. Alors, je ne sais pas, par rapport à d'autres types de travail du sol, est-ce que c'est plus impactant pour les mycorhizes ou pas? Je ne sais pas, mais bon, c'est peut-être des choses qui… Je ne sais pas s'il existe de la biblio là-dessus, quoi. Donc, question à creuser. Ouais, alors là-dessus, j'ai pas forcément sur la question des mycorhizes, en tout cas, j'ai pas forcément la réponse. Est-ce que ça détruit plus ou moins? Enfin, évidemment que la question de l'outil animé, en termes d'impact sur le sol, on va foisonner plus. Et donc, à partir du moment où on foisonne plus, on détruit plus forcément peut-être les liaisons, euh, en tout cas entre les particules de sol, quoi. Donc, c'est une piste de réflexion, effectivement. Il y avait une remarque aussi de Frédéric. Tu as parlé de semelle de labour avec le rotavator. Donc, ce n'est pas une semelle de labour, mais est-ce que tu as eu des retours d'expérience de producteurs justement sur des phénomènes de semelles avec l'utilisation du rotavator? Alors enfin, disons que ça peut arriver. C'est vraiment en conditions très particulières et disons que c'est dans des sols où on a déjà des problèmes de structure. Euh, et ça peut arriver, disons qu'un lissage au moment où disons que le L travaille toujours dans le même sens, on peut avoir un lissage au fond du lit qui est travaillé par le rotavator. Ça peut arriver. Oui, tout à fait. Euh, Très bien, mais tu peux passer, il n'y a plus d'autres remarques ou questions. Tu peux passer au scalper du coup. Donc, on attaque la partie scalper. Donc là, finalement, c'est quelque chose qui est pas encore très bien traité par les constructeurs, contrairement au rotavator. Disons que les pratiques évoluent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un déchômeur en fait. Enfin, ça, disons qu'on peut faire évoluer un déchômeur en scalper ou un ameublisseur en scalper, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, on veut effectuer un scalpage pareil au niveau du collet, dans les 2 à 4 premiers centimètres, et pour mettre les racines à l'air et essayer de séparer la partie racinaire de la partie foliaire. Donc, en termes de conditions, on va être approximativement dans les mêmes conditions que le rotavator. Et surtout, ce qui est super important, c'est qu'il nous faut du sec par la suite. La particularité du scalper, c'est que très souvent, il y a 2 passages, souvent croisés, pour avoir une bonne destruction, soit du couvert, soit de la prairie, enfin de ce qu'il y a en place. Là aussi, on va être embêté dans le cas où on a un développement important du couvert végétal. On a des risques de bourrage dans les dents. Et donc à ce niveau-là, c'est pareil, c'est plus judicieux de broyer ou de faucher avant, ou même de faire pâturer, hein, c'est pas un souci, mais en tout cas, il faut régler la, la végétation, le problème de la végétation avant de passer le scalper, ça c'est très important.
Et donc, en fait, pour venir déloger les adventices en surface, on va travailler avec des pas de doigts. Et l'objectif, c'est d'avoir les pas de doigts les plus larges possibles et avec un recouvrement important pour vraiment scalper la totalité de la surface de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule racine qui passe à côté, en fait. Il faut que toutes les racines qui sont sur la surface de travail, il faut qu'elles passent dans l'aileron. Et donc, en fait, là, ici, en photo, on a des ailerons hirondelles qui font 47 cm de large avec un recouvrement de 33 cm, donc sur l'actisol ici, là. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'ils travaillent à plat et vraiment un très, très faible angle d'attaque pour obtenir un effet scalpage et le moins de foisonnement de terre possible. Et donc ça, c'est la première particularité de l'outil. Et la deuxième particularité, on y vient juste après. Donc ça, c'est dans l'ITK. Donc on a par exemple une luzerne ou un couvert en place. On a une fauche, un pâturage, un broyage, etc. Donc un premier scalpage en conditions plutôt réessuyées et en prévision de conditions séchantes. Ensuite, on a un deuxième passage 10 à 15 jours après du scalper, toujours en prévision. Enfin, s'il y a eu une petite pluie, c'est mieux pour rentrer dans le sol, on va dire, mais toujours en prévision de conditions séchantes. Et donc, c'est des passages croisés qui permettent une bonne destruction de la végétation en place. Et donc, les agriculteurs qui utilisent ce mode de semis à l'automne notamment, euh, très souvent, ils anticipent leur semis 3 semaines à un mois avant pour être sûr de tomber dans des conditions qui vont leur permettre de réaliser leur deux scalpages et d'avoir un créneau favorable pour le semis et pas être en, en porte-à-faux, si je puis dire, et être obligé de retarder le semis. Et donc, en fait, on a la même stratégie que pour le rotavator. Ensuite, si on a un champ propre, on peut se permettre de semer dans la foulée en direct. Sinon, c'est plutôt rotative semis ou encore un faux semis et semis ensuite, puis rouleau pour essayer de garder l'humidité. Donc, j'ai parlé des premières caractéristiques de l'outil qui sont les dents. Les deuxièmes caractéristiques de l'outil, c'est ce qu'on met derrière. Et ce qu'on met derrière, ça dépend des constructeurs. Ici, on voit, il y a des rouleaux à pointe tout en haut à droite. Donc ça permet de mettre les adventices en l'air, entre guillemets, et puis de rappuyer un petit peu aussi derrière les dents. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas, c'est pas ce sur quoi les constructeurs misent actuellement. Actuellement, ils vont plutôt miser sur la deuxième solution qu'on voit juste en dessous, sur le tréfleur là, avec des espèces de peignes de RSA paille ou des grands peignes de RC Tri derrière pour en fait essayer de gratouiller la surface et emmener la végétation de manière à mettre les racines vraiment en l'air. Donc derrière le rouleau. Donc ça c'est la technique sur laquelle les constructeurs sont en train de miser pour le développement des futurs scalpers. On le voit notamment, Lemken vient de sortir un scalper qu'ils appellent Corallin. Donc il y a une double rangée de disques inclinés devant, justement pour gérer les problèmes de végétation. Ensuite, on tombe avec des dents scalpeuses très larges avec des socles hirondelles et ensuite un rouleau d'appui évidemment et des peignes derrière pour bien mettre la végétation en surface et faire sécher les racines. Donc vous pourrez aller voir, j'ai mis le lien ici vers les différents constructeurs. Ça c'est pour si vous voulez approfondir.
Donc ça, c'est les deux options, entre guillemets, qu'on a derrière le scalper et qui nous permettent d'affiner le travail de séchage des adventices. Donc évidemment, plus les conditions sont séchantes après le passage, plus la destruction sera efficace. Et si on observe derrière des repiquages de plantes, là, c'est toujours judicieux d'avoir recours à un nouveau travail du sol pour semer sur champ propre. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des avantages et des inconvénients. Donc, au niveau de la consommation, le scalper, le premier passage est plus consommateur forcément que le deuxième, parce que le deuxième, la terre est déjà ouverte. Donc, on n'aura pas les mêmes consommations à ce niveau-là. Il y a un débit de chantier intéressant parce qu'on peut travailler à 10-12 km/h, suivant la profondeur de travail, évidemment, mais l'objectif, c'est de travailler en surface. Et donc, c'est un outil pas animé et on peut travailler à faible profondeur. Par contre, au niveau des socs, ça va demander un coût qu'il ne faut pas négliger parce que ça nécessite qu'il soit toujours affûté. On peut avoir quelques problématiques de régras, de repiquage de graminées et notamment de régras dans la région PACA qu'on a pu observer. Au niveau du réglage de la profondeur, alors les constructeurs commencent à être de plus en plus précis et on l'a vu notamment sur les tréfleurs et sur le corallin de chez Lemken qui viennent de sortir. Ils ont multiplié le nombre de roues de jauge pour permettre de régler de manière plus précise la profondeur de travail et sur toute la largeur de l'outil et non pas de régler uniquement via le rouleau à l'arrière en fait. De plus en plus, les agriculteurs demandent à ce qu'il y ait de la précision à ce niveau-là, donc les constructeurs s'adaptent aussi. Et donc, en fait, la clé de ce scalper-là, c'est la patte doigt qu'il faut qu'il soit vraiment large pour scalper et même rescalper la totalité de la surface avec un recouvrement important. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau des scalpers, Mathieu. Sinon, on passe au DynaDrive. Tu n'as pas ton micro d'activer, Mathieu. Il y a des questions et des remarques, pardon. Donc, tu peux te Ouais. reprendre la diapo du scalper pour qu'on reste sur le scalpage. D'abord, pour préciser un peu sur ces itinéraires techniques là, que vous a précisé Alexis de scalpage de prairies. Comme l'a précisé Alexis, on est souvent sur évidemment plusieurs scalpages nécessaires. Donc, ça nécessite de s'y prendre effectivement suffisamment de temps à l'avance si les conditions le permettent. Mais c'est un des itinéraires techniques ou une des options qui permet de dire on va semer par exemple des céréales derrière une luzerne sans labour en bio, en essayant de calmer la luzerne avant le semis du blé et ensuite de semer le blé dedans. Donc, on pourra un peu, s'il y a des questions détaillées, les itinéraires techniques qui sont mis en place dans la région par quelques producteurs là-dessus pour essayer de maintenir la luzerne vivante en fait dans la rotation. Et une fois qu'on a scalpé, après, une fois qu'on a semé le blé, la luzerne va repartir et on n'aura pas de moyen de contrôler la luzerne, contrairement à ce qui peut se faire en agriculture de conservation classique avec des herbicides sélectifs. Donc, c'est vraiment le printemps, la pluviométrie du printemps qui va faire la concurrence ou pas entre le blé et la luzerne. Voilà. Bon, après, il y a des itinéraires techniques encore un peu plus innovants qu'on pourra peut-être détailler, où on vous renverra des liens sur des tondes de luzerne dans des interrants de blé qui sont mis en place par Régis Elias dans le sud-ouest. Peut-être préciser aussi que quand on a différents passages de scalpage successifs, comme ça, 2 en général, on remonte la profondeur de travail du sol entre le premier et le deuxième scalpage pour évidemment pas faire remonter des mauvaises herbes ou des graines d'adventice. Voilà, donc vous allez faire un premier scalpage à 4-5 cm et puis après vous allez faire le deuxième à une profondeur plus superficielle. Et aussi de réguler la profondeur du scalpage et la profondeur du semis. Souvent, on peut dire on va scalper à 2 cm, mais on va semer à 3 cm pour rester dans le frais, pour semer dans le frais.
Et là où ça va être le plus efficace, le scalpage sur la destruction des prairies, ça va être à la période où les prairies ont arrêté leur croissance. Donc ça, c'était des remarques plutôt personnelles. Ensuite, donc, on a des remarques ou des questions. Laurent Bouvin, donc, qui s'y connaît en scalper puisqu'il a fabriqué le sien, nous dit qu'on… Il y a le témoignage de Laurent d'ailleurs dans les différents liens Oui, que vous pourrez aller voir. une vidéo qu'on avait faite avec Arvalis, avec Stéphane Jézéquel pour Ecofito. Et donc qui combinait l'agriculture de conservation bio et non bio et qui montrait un peu les perspectives qu'il y avait en la matière. Donc il y avait Laurent qui témoignait, et puis Daniel Brémond qui est à Horizon, et puis Stéphane. Donc Laurent nous précise qu'on peut aussi bricoler son propre scalper pour moins de 2000 € pour 3 mètres avec des déchômeurs d'occasion. Donc Laurent pourra peut-être témoigner plus en détail là-dessus. En tout cas, vous verrez les éléments dans la réunion, dans la vidéo. Damien Orsière, donc, qui est à Gap, qui nous dit que le travail du soc hirondelle se dégrade très vite avec l'usure. Donc, voilà, il faut donc, soc carbure quasi obligatoire. Ouais. Et il y a Frédéric aussi qui nous demande, alors je ne sais pas si tu as un avis sur la question, que penser du Terrano de Horsch? Je ne sais pas si c'est un matériel que tu connais. Ouais, c'est un matériel que je connais. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend avec quel soc on va l'équiper. Ce qu'il y a de bien au niveau de l'Actisol, là, c'est qu'en termes de pénétration verticale, il est assez fin. Alors que le Terrano, il va avoir une pénétration verticale 2 ou 3 fois plus large que celle-ci, et donc il va foisonner beaucoup plus. Disons qu'il va à la fois scalper et déchaumer, c'est-à-dire que c'est le principe des néo-déchaumeurs en gros, euh, où il y aura beaucoup plus de foisonnement de sol, et donc c'est moins ce qui est recherché en agriculture bio de conservation. L'objectif, c'est de foisonner très très peu et vraiment de venir scalper la végétation sous la surface du sol. Très bien. Donc, pas d'autres remarques sur le scalpage. Donc, on peut avancer, Alexis. Ok, donc on passe au DynaDrive. Donc ça, c'est probablement un outil que vous connaissez pas encore, en tout cas pour certains. Donc c'est particulier, c'est-à-dire que c'est pas un outil animé ou pas exactement animé, on va dire. Il n'est pas animé par la prise de force en tout cas. Il est composé de 2 rotors. Donc, comme on peut le voir sur les photos et comme vous pouvez le voir en cliquant sur le lien ici. Donc là, ça nous emmène vers un test de DynaDrive. Donc, il est beaucoup utilisé en Bretagne, hein, notamment, et c'est là qu'il est développé. Et donc, en fait, c'est un double rotor. Et le premier est entraîné par l'avancement et il est relié par une chaîne au deuxième rotor. Et du coup, le deuxième rotor est entraîné 3 fois plus vite que le premier. Et ces rotors-là, ils sont, euh, ils sont équipés en fait de lames un peu biseautées ils appellent ça un peu des lames cuillères qui vont venir en fait soulever la végétation et la racine pour mettre le tout en surface. Donc, ça va venir vraiment arracher les plantes et la racine au niveau de la profondeur de travail. Un des gros avantages, ou en tout cas, c'est pour ça qu'ils le vendent, enfin, c'est un des arguments de vente, c'est qu'il est plutôt très polyvalent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, même dans des gros couverts, il est capable de passer et je crois que j'ai une vidéo juste après. On n'a pas de bourrage à ce niveau-là, ou en tout cas de toutes les vidéos que j'ai vues et de tous les retours que j'ai eus, très très peu de bourrage à ce niveau-là. Par contre, un des
point faible de l'outil que Franck notamment nous a fait remonter, c'est que en terre lourde, euh, en fait, le nivellement est pas assez efficace. Le rouleau à l'arrière ne rappuie pas assez et en fait, au bout de 2 passages, on a des résultats de destruction de couverts ou de prairies qui sont très intéressants et sur lesquels on pourrait semer aussi. Par contre, le sol n'est pas nivelé et donc ça nécessite des passages supplémentaires pour obtenir un sol bien nivelé. Donc en fait, il faudrait soit amener un rouleau un peu plus costaud à l'arrière, soit le combiner avec un outil, un rouleau ou une rotative pour éviter les 4 à 6 passages nécessaires pour niveler le sol. Donc au niveau de l'ITK, on est pareil sur un couvert en place ou une prairie en place. Enfin, ça marche dans beaucoup de conditions. On a le passage du Dinadrive sur sol plutôt ressuyé, en prévision de conditions séchantes toujours. On essaye de faire sécher pendant 1 à 2 semaines et on multiplie les passages jusqu'à temps que le champ soit nivelé et ensuite on peut semer en direct. Donc, je crois que la vidéo, c'est celle-ci, où on le voit passer dans un couvert assez bien développé. Donc, en fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il a l'air d'avaler très, très bien le couvert. Peut-être mieux qu'un rotavator, enfin, selon. Et là, on est sur une destruction de prairies. Donc, on voit effectivement qu'ici, au niveau des mottes, là, alors, c'est le premier passage, donc bon, voilà, mais peut-être qu'au bout de 3 passages, on n'aura pas réussi à arriver au bout des mottes, quoi. Donc, c'est quelque chose où il faut faire attention. Donc là, pour le coup, il y a peu de possibilités d'autoconstruction par rapport au scalper, comme le faisait remarquer Laurent. Il y a un seul constructeur, il est breton, c'est Quitté. Et donc, l'outil s'appelle le Dinadrive. Et donc, on peut travailler. Alors, eux disent 16 km/h. 16 km/h, c'est quand même un peu excessif. On l'a vu avec Franck. Franck disait plutôt en dessous de 10 km/h. Surtout au niveau du premier passage, hein, voilà, c'est compliqué de dépasser les 12 km/h en tout cas. Donc voilà, c'est un outil qu'il faut étudier, je pense, et qui va être intéressant dans le futur, notamment dans la destruction des couverts. Il y a il y a de plus en plus d'essais à ce niveau-là, et ils viennent de le développer en 6 mètres et non pas seulement en 3 mètres. Donc en 6 mètres, il est repliable. Et donc, ça permet d'augmenter le débit de chantier parce qu'en dehors de ça, sinon, on est à 3 hectares à l'heure, quoi. Voilà. Et au niveau du prix d'achat, c'est assez conséquent, hein, évidemment. C'est euros pour un outil en 3 mètres. Donc, les avantages, c'est qu'il a des très bons résultats de destruction, hein, même au niveau des raies gras. On l'a vu chez c'est très intéressant. Au bout de 2 passages, on est sur sol vraiment très, très propre. Il est plutôt polyvalent, sauf dans les argiles très très lourdes où là, en fait, on va avoir des problèmes au niveau du nivellement du sol. Et puis, comme c'est quelque part pas un outil animé, mais le deuxième rotor est animé quand même, ça peut être problématique au niveau des cailloux, quoi. Voilà. S'il y a des questions au niveau du Dinadrive, je les prends maintenant. Oui, Mathieu, si tu veux. alors, il y a Franck Deligny, donc Franck, il est dans le Haut-Var. Oui, Il a un Dinadrive, il nous précise qu'il n'y a pas de bourrage car les rotors sont auto-nettoyants. ouais. Voilà le retour d'expérience de Franck. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que les producteurs t'ont fait part comme il y a des passages multiples, est-ce que tu as eu des retours sur des
potentiel problème de tassement du sol avec ce matériel et ses passages multiples. C'est sûr que voilà, il faut passer ça en bonnes conditions, pas trop humide. Ouais. J'ai pas eu de retour dans ce sens. Après, peut-être que Franck pourra Alors justement, nous en voilà, parler plus en ouais, détail. Franck vient de répondre en disant qu'il n'avait pas, lui, constaté de tassement de l'outil. Il Mhm. précise que quitter, c'est l'importateur et qu'on est à 15 000 € à peu près pour à 3 mètres. Ok. Et il y a une remarque de Fabien qui nous dit étrange que le Dynadrive ne consomme pas moins qu'un Rotavator, puisque avec prise de force. Ouais. Voilà. Ça, ce sera à vérifier du coup. Sinon, pas d'autres remarques, donc on peut passer au matériel suivant, Alexis. Ouais. Le matériel suivant, disons que c'est pas, enfin en tout cas, on n'a pas recensé d'agriculteurs qui l'utilisaient en tant que destructeur de couverts à proprement parler. La herse rotative, elle va plutôt venir, comme je le disais, au moment du semis. Si on est sur une parcelle sale, enfin pas sale, mais où on a quelques repousses et qu'on veut semer sur champ propre, on va privilégier l'utilisation de la rotative, de la herse rotative avant semis ou en même temps que le semis pour semer sur champ propre. Et donc ça, c'est une des spécificités entre guillemets chez Damien. Donc l'objectif, c'est de former vraiment un mulch de surface et donc il monte les dents de la herse à l'envers et il règle la herse avec le troisième point de manière à ce qu'elle fonctionne non pas à plat mais légèrement à cul pour pas enfuir les débris en fait et les foisonner vraiment dans un travail de surface et laisser les débris en surface. Voilà au niveau du réglage. Et donc là, c'est une petite parenthèse sur les manières d'évaluer en fait les réglages et les différentes configurations ou les différents itinéraires techniques que vous mettez en place. En fait, ça se passe à la fois comme ça chez les constructeurs et bien souvent chez les organismes techniques pour évaluer en fait la destruction le jour J. En fait, on nettoie la ligne de la terre qui a été foisonnée et donc on regarde s'il reste des plantes encore enracinées, s'il reste, enfin si on estime que il reste des plantes qui vont survivre. Et donc là, à ce moment-là, on peut faire une notation et puis on peut faire une notation quelques jours après pour voir en fait véritablement le pourcentage de destruction et le pourcentage de repousse. Notamment sur les régras, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et donc, en fait, comme ça, on peut évaluer la qualité de destruction de manière précise. Et puis, on peut mieux régler l'outil, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier passage à 4 cm, un deuxième passage à 2 cm, un troisième passage à 5 cm. Et puis, on voit en fait quelle configuration est la meilleure. Et puis, notamment dans le cas du Dynadrive ou dans le cas du Scalper où il y a deux passages, voir si des passages croisés sont plus efficaces que des passages dans le même sens ou l'inverse. Enfin voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'évaluer derrière ces différentes configurations. Donc on va passer à la partie alternative, donc sur les outils qui n'ont pas été étudiés dans le cadre de l'enquête, mais par contre qui sont dispo sur le marché des agroéquipements et qui pourraient servir dans les différents itinéraires techniques des agriculteurs en agriculture bio de conservation. Donc, une petite parenthèse sur l'élevage qui, en fait, offre beaucoup de flexibilité et évidemment de la fertilité immédiate, mais surtout beaucoup de flexibilité dans les systèmes en agriculture bio de conservation. Disons que c'est plus difficile de faire sans.
Et notamment, évidemment, d'un point de vue de la fertilité et d'avoir des effluents d'élevage pour ces cultures, c'est forcément plus simple que de ne pas en avoir. Au niveau du rattrapage des cultures trop sales qui peuvent servir de fourrage de métailles et qui peuvent être fauchées, au niveau de la destruction et de la valorisation des couverts végétaux, ça, Mathieu fera peut-être une parenthèse après sur les différentes expérimentations qui sont menées avec Avot Tribio, notamment sur la destruction des couverts par les animaux. Et puis, donc, il y a la valorisation évidemment des prairies et des luzernes dans la rotation, parce que très souvent dans les rotations en agriculture bio, on a 2 à 3 ans de prairies, voire 3 à 4 ans de prairies, qu'il faut trouver comment valoriser. Si on considère que la laisser au sol n'est pas une valorisation, en tout cas économiquement suffisante. Et puis ensuite, on a une possibilité quand même de culture en dérobé derrière des métayers. On l'a vu avec le développement du quinoa, par exemple, où on peut faire un maïs aussi derrière. Enfin, faire 2 cultures en fait sur une seule année finalement et qui permettent de créer de la valeur ajoutée supplémentaire à l'hectare. Pour juste préciser ce Donc que voilà. dit Alexis, tu as parlé de transformation, enfin, en termes de, on est en train de regarder un petit peu, nous, dans des essais là qu'on fait dans le cadre de projet justement, l'impact de l'élevage sur la dynamique de minéralisation de l'azote. On regarde ça sur l'azote, sur la dynamique de minéralisation de l'azote issue des couverts végétaux. Donc l'impact de l'élevage par rapport à une destruction mécanique de couverts. Parce qu'évidemment, en bio, le fait de moins travailler les sols va poser des problèmes de gestion des mauvaises herbes, dont on a un petit peu parlé, et aussi va entraîner un ralentissement de la minéralisation du sol. Donc à l'automne, je dirais, c'est pas très grave. Avant un blé, c'est même mieux, puisque souvent on a des systèmes en bio qui vont trop minéraliser en octobre, justement, quand on va détruire une luzerne ou une prairie en octobre par travail du sol, on va avoir une minéralisation généralement qui va être importante en octobre, à un moment où soit le blé est très peu développé, donc n'a pas des besoins considérables en azote, soit il n'y a pas de végétal sur le sol, donc on va avoir une perte d'azote à ce moment-là. Donc la minéralisation d'automne nous pose problème en bio, et le fait de moins minéraliser à l'automne, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, au printemps, le fait de moins travailler les sols fait qu'on va avoir des cultures qui vont plus peiner à démarrer. Ça va être le cas, par exemple, sur du maïs, et donc ça va pouvoir impacter assez sensiblement les rendements. Et donc, on est en train de regarder sur une plateforme là qu'on a à Gréoux-les-Bains chez Marc Richaud, un agriculteur qui s'appelle Marc Richaud, qui est en agriculture bio de conservation des sols. On est en train de regarder est-ce que l'élevage, ça peut pas être, est-ce que la destruction des couverts végétaux par l'élevage peut pas être un accélérateur de fertilité, justement dans des systèmes où on ralentit la fertilité parce que moins de travail du sol. Alors, c'est encore des résultats qui sont très préliminaires. Et puis, il y a Sarah Parent de la Chambre d'agriculture 04 qui mène un petit peu des essais de la même manière. Dans les tout premiers résultats, on se rend compte qu'effectivement, le fait de faire détruire en partie les couverts végétaux par de l'élevage, enfin, par du pâturage, fait qu'on va accélérer souvent la mise à disposition de l'azote de ces couverts végétaux, parce qu'on transforme un végétal qui va avoir un rapport carbone sur azote plus ou moins important, donc qui va être plus ou moins facile à détruire. On transforme ça en bouse, en crotte, donc en azote facilement disponible. Donc on accélère un petit peu, on accélérait un petit peu la mise à disposition de cet azote, ce qui serait, si on confirme tout ça, ce qui serait assez intéressant, même si au final, peut-être qu'on peut aussi supposer qu'avec l'élevage, comme voilà, on exporte aussi de l'azote de la parcelle, puisque les animaux en consomment, on a peut-être un peu moins d'azote, mais on a peut-être des dynamiques d'azote qui vont être assez différentes et qui vont être intéressantes, encore une fois, pour des systèmes bio où on a une fertilité des sols ralentie. Donc cette complémentarité entre l'élevage et les cultures va être assez intéressante. C'est aussi la thèse et les observations que Frédéric Thomas a pu voir aussi sur sa ferme en sol. Voilà. Donc des résultats préliminaires, mais qui sont assez intéressants et qu'il nous faudra consolider. Je te relaisse la parole, Alexis. Merci Mathieu.
Donc ensuite, on repart sur des agroéquipements, si je puis dire, avec le rouleau FACA. Alors, on observe quand même des résultats mitigés au niveau des destructions au rouleau FACA, évidemment. C'est pas une solution qui marche dans toutes les conditions, dans toutes les conditions. Pour une, pour autant, c'est le seul moyen qu'on a, enfin, ou en tout cas un des seuls moyens aujourd'hui qu'on a de semer directement dans un couvert en agriculture biologique. Euh, donc ça marche en fait sur des couverts plutôt homogènes qui vont être à floraison et où si on a un petit coup de pouce du gel, c'est encore mieux. Donc, autant dire que les conditions sont quand même, enfin, il faut pouvoir réunir toutes les conditions pour que ça marche. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on attache un rouleau plutôt lourd. Il y en a certains qu'on est capable de lester d'ailleurs, équipé de lames droites ou hélicoïdales pour venir écraser la végétation et semer en fait dans le même sens qu'on écrase la végétation. Donc, il y a certains agriculteurs qui parviennent à le faire sur des sorgho notamment et avec des résultats qui sont intéressants, mais il faut avoir réussi son couvert, il faut qu'il soit plutôt homogène, il faut avoir réussi à l'emmener jusqu'à la floraison dans l'idéal, et sinon, il faut un coup de pouce du gel quand même. Donc, au niveau du sol, on n'a pas de contrainte puisqu'on ne travaille pas du tout le sol. Et en fait, le rouleau, il va venir écraser et puis il va venir aussi, les lames là, elles vont venir un petit peu blesser la tige et ouais, il y a deux, trois impacts par tige en général. Donc voilà, c'est un matériel qui, dans une situation idéale, ça marche. Et surtout on aimerait bien pouvoir faire que ça. Malheureusement, aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, ça marche pas dans toutes les conditions. Et un petit point de vigilance, si le couvert est sale, ça peut être problématique aussi parce que les adventices ne seront pas forcément au même stade de maturité que le couvert. Et donc, on va avoir des efficacités de destruction bonnes sur le couvert parce qu'il va être à floraison, mais les adventices seront pas détruites et reviendront en fait dans la culture d'après. Repartiront directement dans la culture d'après. Donc, ça fait quelques années qu'on bosse sur les rouleaux FACA et puis enfin, les rouleaux hacheurs ont émergé après. Et en fait, le principe ici, c'est qu'on a un double rouleau, très souvent, voire un triple rouleau, avec des lames très tranchantes. Là, c'est un outil plutôt léger dans ce cas-là. Euh, et en fait, on va venir travailler à très très grande vitesse, au-delà des 10, même des 14 km/h. En fait, on peut comparer le travail à la suite du passage de cet outil au travail d'un broyeur. C'est juste, en fait, c'est un broyeur grossier, c'est-à-dire que ça va pas broyer aussi finement la végétation, ça va vraiment la hacher un peu dans tous les sens, quoi. Et ça fait un micro travail du sol. Alors, c'est vraiment sur les deux, trois, ouais, sur les deux premiers centimètres. Ça foisonne un peu de terre en surface en même temps que bah, les pales des hélices viennent arracher la végétation, en fait. Donc, toujours pareil, hein, si vous voulez aller plus loin, enfin, si vous êtes un peu curieux sur ça, il y a des liens vers des démonstrations et des comparaisons avec des rouleaux FACA, avec d'autres types de, de destruction. Et au niveau des conditions de, de réussite, disons qu'on est dans les mêmes conditions à peu près que le rouleau FACA.
Et dans l'idéal, il faut un couvert sans graminées parce que il faut une végétation qui est capable de se hacher très très facilement, quoi. Donc éviter la végétation ligneuse, quoi. Mais par contre, ça peut être tout à fait complémentaire euh, à, un- à passer devant un rotavator ou devant un scalper pour éviter des grosses végétations et permettre ainsi à l'outil derrière de travailler sans bourrage, quoi. Voilà au niveau du rouleau hacheur. Donc ensuite, ça c'est un combiné scalper animé. Donc le constructeur il s'appelle Quick Fin. Donc je vais vous mettre une vidéo juste pour un peu que vous puissiez vous représenter le type le type de travail. C'est un peu l'ancêtre du SEM exact chez Horsch. La seule chose, c'est qu'il y a un scalper en fait avant. Et donc là, on retrouve en fait le système un peu du rotavator avec capot ouvert. C'est-à-dire que la terre tombe en premier, les débris végétaux tombent après et on vient fermer un mulch de surface. Donc voilà, ça c'est des photos à l'Agritechnica l'année dernière. Je crois que l'outil est commercialisé actuellement et donc on voit bien en fait il y a 3 rangées de dents devant l'outil animé qui est animé par prise de force avec des dents pas de doigts qui travaillent vraiment pareil que le scalper en fait, des dents larges qui travaillent quasiment à plat. Et ensuite, l'espèce de pick-up à l'arrière vient séparer la terre de la végétation et des racines, et donc envoyer le tout en l'air et faire retomber la terre avant la végétation. Évidemment, il faut faire attention dans le cas de terre à cailloux, où là, on peut très très vite avoir des problèmes. Alors ça, c'est le constructeur Duro France, qui a développé une bêche roulante. Donc c'est un outil entraîné pareil par l'avancement, avec des dents, si on peut appeler ça des dents en forme de cuillère. Et donc pareil, il vient en fait déloger et arracher la végétation en place. Euh, Disons que je l'ai pas encore vu en réel tourner, donc je sais pas encore vraiment ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qui est polyvalent, qui passe vraiment dans des couverts très bien développés. Aussi bien dans des couverts développés que sur sol nu, que sur chaume, ça marche vraiment dans beaucoup de conditions. Et il y en a même qui sèment leurs engrais verts avec ce type d'outil. Par contre, au niveau de la destruction de couverts ou de prairies, là, je peux pas assurer une bonne ou une mauvaise destruction. Je l'ai pas encore vu fonctionner. Voilà, à ce niveau-là. Mais par contre, si vous voulez creuser, c'est toujours pareil. Il y a la vidéo ici et le lien vers le constructeur juste en dessous. Et donc ça, c'est des liens pour aller plus loin. Alors notamment, il y a des démonstrations de scalpage de couverts végétaux. Il y a beaucoup de démonstrations et d'essais de destruction mécanique de couverts végétaux ou de prairies. Il y a un focus sur les fraises rotatives. Enfin, voilà, si vous êtes curieux d'en apprendre plus et si vous voulez approfondir le sujet, il y a tout ce qu'il faut, ou en tout cas pour démarrer dans ces liens-là. S'il y a des questions sur la partie destruction de couverts ou de prairies, Mathieu, Écoute, non, il y a des remarques. Franck Deligny qui nous dit que le Duro Compile est un outil très cher. Euh, Oui, ça c'est clair. voilà. Et il nous parle de l'efficacité. Est-ce que tu as du roll crop? Euh, alors ça, non, j'ai pas plus d'informations que ça à ce sujet. Oui, oui, c'est pas, nous non plus, c'est pas un outil qu'on a testé sur les plateformes de couvert.
On peut passer à la suite du coup. Oui. Donc, il se posait la question aussi, et je sais que certains agriculteurs se la posent, que ce soit en conventionnel d'ailleurs ou en bio. Faut-il nécessairement un semoir de semi-direct pour se lancer dans ce type de pratique, c'est-à-dire l'agriculture bio de conservation? Euh, En fait, c'est aussi un des freins au développement de l'agriculture de conservation, hein, c'est que les semoirs de semi-direct valent aujourd'hui très cher. Et donc, ça rebute certains quant à dans ces nouvelles pratiques. Alors, on va dire qu'on a de la chance, entre guillemets, en bio, c'est que c'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire dans le sens où, en fait, les agriculteurs enquêtés, ils sont pas tous équipés d'un semoir de semi-direct déjà. Et comme on l'a dit, faire du semi-direct en bio, c'est un peu une utopie sur laquelle tout le monde aimerait, à laquelle tout le monde aimerait arriver. Pour autant, détruire le couvert végétal à chaque fois au FACA et semer en direct derrière, ça marche dans très, très peu de conditions. Et donc, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a du travail du sol, hein, pour des, soit les couverts ou les prairies. Et en cas de sol sale, enfin, ou en tout cas en cas de repousse ou de mauvaises herbes, très souvent, ils utilisent des combinés de semis ou des semoirs, ils appellent ça des semoirs TCS ou des semoirs rapides, c'est-à-dire des semoirs avec, comme on le voit sur la photo numéro 2, le maxi drill, où en fait là, il y a deux rangées de disques inclinés avant la rampe de semis qui permettent de nettoyer la végétation en place euh, et de semer sur une parcelle propre derrière. Donc, en fait, le semi-direct, il n'est pas nécessaire, en tout cas pour se lancer. Et les occasions de semer en direct sont quand même assez limitées. En tout cas, j'entends semer en direct des cultures, des sursemis de prairies et tout ça, c'est tout à fait faisable, mais semer en direct des cultures en agriculture, c'est un très très gros défi en tout cas. Et puis, euh, par contre, il y a quelque chose d'intéressant avec les semoirs de semi-direct, c'est que très souvent, ils sont équipés d'une localisation, enfin d'une trémie et d'une localisation de fertilisation. Euh, et ça, c'est une technique qu'il faudrait pousser en agriculture biologique, alors qui commence à se développer, hein, mais pas encore assez, disons, voir pour obtenir des résultats intéressants. Parce que c'est tellement cher en agriculture bio si on n'a pas d'élevage que si on en met, autant qu'il soit localisé dans le rang de la culture, quoi. Et donc ça, c'est peut-être un des gros avantages qu'a le semoir de semi-direct. Après, c'est toujours pareil, des bricolages de trémies de manière à pouvoir apporter de la fertilisation euh, bio, organique dans la ligne de semis, c'est toujours possible. Et ça l'est d'autant plus sur des cultures en ligne écartées, type maïs, par exemple, où on voit maintenant de plus en plus, avec le développement des tonalisiers et des méthaniseurs, des systèmes de strip-till qui viennent incorporer directement le digestat dans la ligne de semis et donc assimilable par le maïs et très très rapidement et uniquement par le maïs parce qu'il va être dans la ligne de semis du maïs. Voilà pour la petite parenthèse sur les semoirs de semi-direct. Et avant de passer à la question du désherbage, s'il y a des questions, je les prends, Mathieu. Non, écoute, pas de questions particulières. Ok, Tu peux très continuer bien. rapidement sur les stratégies du coup de désherbage
lorsqu'on est en travail du sol réduit en bio. Ouais. Ouais. Alors, au niveau des stratégies de désherbage, dans notre par les agriculteurs, en agriculture bio de conservation, parce que bah, ça faisait un travail du sol supplémentaire. Donc, eux, leur objectif, c'était vraiment de semer sur sol propre et derrière de puis y toucher dans l'idéal, quoi. Donc, je vous ai remis clés et ou banalités sur les bineuses, sur les RC tri et sur les houes rotatives pour simplement vous faire une ouverture et en particulier sur certains sujets dans le cas de semis, dans le cas où on voudrait biner un blé, disons qu'il y a des équipements qui vont être obligatoires ou quasi obligatoires avec ben, le guidage par RTK. Si on est dans des écartements à 25 ou 30 cm, ça commence à être compliqué, enfin même très compliqué de le faire manuellement. Donc, pour pas déchausser la culture, en fait, tout simplement, il faut un guidage GPS, voire une correction caméra. La ligne de semis pour essayer de concurrencer les adventistes sur la ligne de semis et nettoyer correctement l'interrang. Pour d'autres cultures que le blé, avec des écartements plus intéressants, enfin plus grands, là par contre c'est tout à fait différentes informations dans les diapositives. Ça c'est la RC Tri, donc j'en dis pas plus si une des utilisations qui en est faite, c'est en prélevé à l'aveugle, en fait, avant la levée de la culture. Mais après, selon les visions de chacun, ça peut aussi remettre des graines en condition de germination selon vraiment à la fois vos équipements et à la fois ce que vous voulez en faire, quoi. Et le type de culture que vous semez, évidemment. Enfin, c'est surtout des stades différents. C'est-à-dire que ces trois outils-là sont complémentaires parce que ils ont un spectre d'utilisation qui est relativement différent en fonction du développement de la culture. Donc là, on passe sur le focus sur les cultures associées, alors qui se développent quand même pas mal dans la région PACA. Avec notamment la COP avec GPS qui ont fait un travail intéressant à ce niveau-là. Peut-être que Mathieu pourra en parler après. En tout cas, l'objectif ici, c'est d'essayer de gérer l'enherbement par le plein plutôt que le vide. Et donc, en fait, là, en haut, sur la photo numéro 1, vous voyez deux rangs de blé serrés, enfin, deux rangs de blé tout court avec un de févrole. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de venir biner les févroles par la suite. Et donc, outre l'apport potentiel d'azote de la févrole qui est détruite, c'est surtout de gérer l'enherbement à ce niveau-là et qu'il n'y ait rien qui pousse en dessous de la févrole. Alors, un petit mot là-dessus, Donc Alexis. ça, c'est une des solutions. On a évidemment et ça, Mathieu pourra vous en parler peut-être plus en détail, les Oui. semis directs de blé dans les luzernes. Alors, juste, Alexis, un petit mot sur Ouais. la févrole, l'association blé-févrole. Donc, ça, c'est des essais qu'on fait Mm. avec le lycée de Valabre, là, vers Aix-en-Provence. Et donc l'objectif, c'est de faire de la culture associée. Et en fait, c'est donc tout est fait, comme vous l'a dit Alexis tout à l'heure, par c'est semé au RTK, c'est biné ensuite avec une bineuse optique, donc il va reconnaître les blés des févroles. RTK, c'est mieux même aussi pour le binage d'avoir le RTK. Et ce dont on s'est rendu compte, donc déjà le fait de semer 2 rangs sur 3, on ne diminue pas le potentiel de rendement de notre parcelle, parce qu'on écarte un peu plus les blés, mais sur les potentiels de rendement moyens qu'on a en bio, autour de 30, 35, 40 quintaux maximum,
le fait de semer, d'écarter les rangs en fait, jusqu'à 25, 26, 27 cm, voire même 30. On diminue très peu le rendement du blé. Et puis, le fait d'intercaler donc, finalement, on va faire un petit peu moins d'épis au mètre carré, mais pas beaucoup. Et par contre, comme chaque rang de blé est en contact avec un rang vide, en fait, ou de la févrole, mais il y a quand même peu de densité de févrole, on a finalement un effet de bordure permanent dans le champ. C'est-à-dire que vous avez des blés avec une bonne fertilité d'épis partout. Donc, on va compenser le fait qu'on ait un peu moins d'épis au mètre carré par une fertilité d'épis qui va être accrue. Et en fait, le fait de venir biner la févrole, donc déjà, premier effet sur la gestion des mauvaises herbes, comme l'a expliqué Alexis, on va pouvoir déquiller plein de mauvaises herbes qu'on aurait loupées à l'hersétrie. On bine, donc on minéralise. Donc ça se fait au printemps, hein, quand la févrole, on essaye de trouver la date optimale il faut que la févrole ne concurrence pas le blé après en termes notamment de stress hydrique, hein, c'est ça qu'on va regarder dans nos régions. Et puis quand même une févrole qui soit un peu développée pour que quand on va la détruire, sa restitution puisse avoir un petit effet. Mais rien que le fait de biner, vous allez aussi activer de la minéralisation, donc qui va être bien pour le blé qui a pas mal de besoins en azote. Et puis, en plus, vous binez de la févrole, donc vous remettez de l'azote dans le système. Et on s'est rendu compte en 2 mots que ces systèmes-là, on faisait autant de rendement qu'un blé classique, semé à 12,5 ou 14 cm, qui était dans des parcelles à côté, enfin, dans une modalité à côté. Par contre, on améliorait la protéine. Donc, on améliorait la protéine de 0,2, 0,4 jusqu'à 0,6 ou 0,7 points sur du blé dur. Donc, il y a une culture qui est exigeante en protéines en bio, donc c'est pas du tout négligeable. Donc là, on a une piste qui est assez intéressante sur ces systèmes-là. Voilà. Je relaisse la parole à Alexis. Oui. On a les différents essais de réflexion sur les blés semés en direct dans les luzernes et donc où la luzerne avec du matériel spécifique. Il y a évidemment la possibilité aussi d'associer les cultures. On l'a vu cet été avec des lentilles associées à des blés et où le blé n'a pas forcément pour objectif d'être récolté. Il sera récolté avec la lentille évidemment, mais trié ensuite au trieur optique à la COP. Et puis la culture principale, ça reste. On a aussi des possibilités en termes d'implantation de prairies, de trèfle notamment à la volée au printemps dans la culture en place et qui permettent de gagner du temps. Alors ça, évidemment, il faut des conditions qui s'y prêtent. Il faut un peu de pluvio au printemps derrière pour que ça redémarre bien. Mais c'est des possibilités aussi. Et puis encore une fois, l'élevage qui va nous ouvrir le champ des possibles, entre guillemets, avec des associations et une diversification des cultures sur l'exploitation qui est intéressant. Et donc là, vous avez encore des éléments pour aller plus loin au niveau du désherbage. Donc ça, c'est des liens pour approfondir la question. Et puis, je voulais vous faire deux petites ouvertures sur les solutions de rattrapage et notamment une qui nous paraît de plus en plus intéressante dans le contexte actuel, c'est les cimeuses. Alors, j'en ai vu des auto-construites. Il y a un constructeur qui s'appelle Bionalan qui en fait également. Alors, elles ont la particularité, enfin aussi maintenant, ils ont développé les essimeuses récolteuses aussi. Il y a un agriculteur qui a développé un modèle d'essimeuse aussi que vous voyez à droite là. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, si ça veut bien marcher. Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas bien le principe. En gros, on va venir
on va venir au printemps, enfin même fin du printemps, euh, passer au-dessus de la culture avec une espèce de barre de qui va venir couper les adventices qui dépassent de la culture. Euh, et donc, ainsi, on évite le stock semencier en graines d'adventices viables, mais aussi on vient nettoyer dans le cas de cultures vraiment sales. Ça se fait notamment sur betterave aussi, avec un outil un peu différent, mais le principe est le même, pour nettoyer les kénopodes, les betteraves montées aussi également. Et on l'a vu sur Valabre, ça aurait peut-être été judicieux sur le quinoa, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, ça demande évidemment de nouvelles, de nou- dans la gestion des adventices, comme vous le voyez là, qui sont déversés au bord du champ. En tout cas, vous voulez creuser le sujet. Donc, il y a deux constructeurs qui s'offrent à vous, notamment. Donc, Blanc et les modèles Zurn qui viennent d'Allemagne. Et donc, la clé, c'est quand même la stabilité de la rampe et le contrôle de la hauteur pour pas venir couper évidemment la culture en place. Ça peut être un bon moyen de lutter contre les adventices dans les cultures en agriculture bio, notamment. Euh, je sais très bien que ça a un coût évidemment très important, mais c'est juste pour vous faire une petite vous montrer le type de matériel qui se développe aujourd'hui. Donc ça vient d'Australie en fait. C'est un nouveau broyeur qu'on installe en dessous de la machine et pour ne pas éviter de recharger le stock semencier en graines d'adventice viables. Ils ont trop de plantes, ils trouvent d'autres moyens. Mais ça commence à être importé en. C'est pareil, si vous voulez creuser le sujet, c'est le constructeur Zurn. Euh, alors pour équiper sa moissonneuse-batteuse, c'est un coût vraiment très important, mais par contre, faire appel à une ETA qui est équipée de ce type d'outils, ou les cimeuses, c'est pareil, il y a un achat en commun et tout ça, c'est des choses qui sont envisageables. Voilà. Donc ça, c'était une petite ouverture. Et puis, on va passer sur le focus sur la gestion et l'avant-dain. Juste avant ça, Alexis, Ouais. il y a Franck qui nous propose aussi une autre ouverture de Mhm. matériel qui nous parle du semis à la volée de légumineuses sous couvert de céréales par drone. Donc ça il dit qu'il y a une société dans le Var, là où il est, qui propose cette prestation. Oui, Donc pour information, ça se fait déjà, mais oui. plutôt en Camargue, où en fait ils vont semer des petites graines de trèfle. Ça pourrait être du mélilo aussi, pour répondre à ta question, Franck. Ils vont semer des petites graines en conditions humides. Donc, ils le font au drone ou ils le font à l'hélicoptère. Et en Camargue, ils font ça 2-3 semaines avant la récolte du riz, où évidemment, on est dans des sols en conditions très humides. Donc, finalement, les contacts terre-graines se font très bien. Euh, donc, il faut vraiment des conditions humides pour que ça marche. Donc, au printemps, si les printemps et les conditions sont humides, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et alors, je ne me souviens plus exactement de ce que m'ont dit les constructeurs de Camargue, mais en termes de débit de chantier, ça va très très vite, évidemment, quand c'est fait à l'hélicoptère, au drone un petit peu moins vite. Et donc, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire en termes de débit de chantier ou même d'impact carbone, parce qu'un hélicoptère, ça consomme, et ben, c'est pas du tout, c'est des choses qui sont plutôt avantageuses. Ils font 30 ou 40 hectares en 1 heure, je crois, donc c'est vraiment Mm. des, des choses assez monstrueuses, voilà, mais dans des systèmes particuliers de Camargue. Donc, il faut vraiment des petites graines et des conditions parfaitement humides si on veut que ça fonctionne. Mais ça revient, oui, à du semis à la volée. Un Et, peu plus au nord ouais, de votre région, le Soufflé sont en train d'expérimenter ça. Le groupe Soufflé est en train d'expérimenter ça en lien avec Arvalis et les chambres d'agriculture. Et c'est
Alors, ça s'y prête bien dans nos climats parce que évidemment, on a plus d'humidité, nous, au printemps. Mais c'est des choses qui sont en train d'être travaillées et bon, évidemment, l'agriculture demande du temps dans les expérimentations. Mais en tout cas. Alors, petite précision aussi, le semis de trèfle ou sous couvert de céréales, nous, on l'a testé du coup en conditions plutôt méditerranéennes, la Haute-Provence. C'est pas quelque chose de très évident parce que bon, il faut évidemment des conditions d'humidité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en bio, c'est que généralement, on a une densité d'épis, un nombre d'épis au mètre carré qui est plus faible qu'en conventionnel. Donc, ça laisse passer la lumière pour que le trèfle ou la légumineuse qu'on vient positionner sous le blé se développe. Hein. Généralement, on fait ça quand le blé est en fin talage ou au stade épi 1 cm, quand on peut encore passer, hein, des semis à la volée classiques. Mais attention quand même, pour tous ceux qui font plutôt des variétés anciennes de blé ou des variétés à paille haute, on a beaucoup d'échecs sur ces techniques-là parce qu'on a peut-être moins d'épis au mètre carré, mais le fait que ces variétés soient hautes en paille, elles font quand même obstruction de la lumière, donc ça ne marche pas forcément très bien, quoi. Et question de Michael Boileau, là, de la Chambre de la Drôme, qui nous demande si on a des retours d'expérience sur des rouleaux d'outils de type Rollensem ou RC Tri rotative pour gérer les levées d'adventices sur des parcelles avec mulch. Alors, je réponds et puis tu compléteras, Alexis. Ouais. Effectivement, donc tout ce qui est RC Tri, dès qu'on a du mulch, on oublie hein, parce que on va traîner des résidus, ça va bourrer. Par contre, on a un certain nombre de producteurs qui ont investi dans des RC Tri rotatives et donc du coup qui arrivent bien à gérer les adventices, même en présence de mulch. Donc on a là un outil assez prometteur pour gérer ces situations-là. Ouais, en fait, en termes de disons ils ont pallié l'effet râteau de la RC-Tri sur mulch à les espèces d'anciennes andenneurs qu'on voit, enfin les anciennes andenneurs qui venaient ramener en fait le foin ou la paille derrière le tracteur, notamment le foin. Et donc en fait sur mulch ça marche plutôt bien, ouais. Les roto-étries, notamment celle de Heinbock, euh, où il y a des résultats intéressants. Tout à fait. Et au niveau du Rollensem, alors ça vient d'apparaître, enfin c'est assez nouveau comme matériel. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de choses probante, enfin en tout cas qui viendrait totalement changer le cours du jeu, entre guillemets, et qui viendrait nous dire qu'on est capable de semer en direct ou de détruire totalement un couvert sans travail du sol. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, je pense qu'ils sont à la fois encore en phase de test et à la fois au niveau de la conception, je suis pas sûr que ce soit tout à fait abouti. Oui, tout à fait. Et pour compléter sur le Rollensem, donc nous, on l'a aussi testé dans des plateformes de couverts. Donc, en fait, le principe, c'est que c'est des espèces de flasques qui dérapent sur la végétation. Donc, ça ripe la végétation et ça arrive à dessécher des raies gras, des chardons, des luzernes, etc. Donc, ça peut être travaillé en plein ou en interrant. On peut dessécher aussi des végétations naturelles, des végétations spontanées. Donc, c'est des choses qui, Mhm. par rapport aux rouleaux que tu as présentés avant, les rouleaux FACA, etc., qui sont plutôt ça pince plutôt la végétation, là on dérape dessus. C'est des choses qui peuvent être qui sont assez Mhm. prometteuses. Hein. Euh, donc il faut continuer à explorer et continuer à s'y intéresser. On termine Oui, tout à fait. sur la partie lavande assez rapidement pour vous montrer un petit Ouais, peu justement en termes de. ouais. Là, on a parlé beaucoup grande culture, il y a aussi des producteurs de lavande, voire les deux. Donc, pour vous montrer un petit peu les dynamiques qui existent et qu'on a pu aussi creuser dans le cadre du projet et puis dans le cadre des enquêtes d'Alexis.
Donc, au niveau des couverts végétaux en lavande ou en lavandin, juste pour vous faire au moment de la plantation des lavandes, on va essayer donc il y a 1,80 m entre les rangs de lavande. On va essayer d'avoir 60 centimètres de sol qu'on va biner par la suite. Donc, et 60 centimètres de couvert végétal au milieu et à nouveau 60 centimètres de… Donc en fait, ça fait 60 centimètres de chaque côté du rang qui doit être biné, plus le binage, enfin, ou en tout cas le désherbage sur le rang. Euh, et donc pour cela, en fait, on s'est rendu compte, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte qu'il y avait également, euh, donc on ne peut pas appeler ça du semi direct, mais par contre du semi sous couvert, enfin de la plantation de lavande sous couvert. Et ça se fait notamment chez Laurent, où en fait il vient planter les lavandes suite à un dans du sainfoin, dans une prairie de sainfoin déjà en place. Donc, je crois que Laurent est là et si vous avez des questions, peut-être qu'il pourra y répondre plus précisément, en tout cas, que moi. Et donc, juste pour dire que c'est pas uniquement en grande culture et que ça se développe aussi dans d'autres productions. Voilà. Donc, de la gestion des couverts, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va gérer le couvert au printemps. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour que le couvert entre la vente. Euh, alors, il y a une solution qui est assez radicale, entre guillemets, qui est de venir détruire le couvert, donc le biner tout simplement en plein dans tout l'interrang. Et donc ensuite, après, bon, bah, s'il y a des repousses et qu'elles sont gênantes, on peut rebiner une nouvelle fois. Enfin, voilà, il y a un premier passage sortie-hiver, un premier passage en mars, un deuxième passage en mars et un troisième passage en général. Et donc on vient biner de manière superficielle, voilà, l'interrang. Euh, Tout en étant sur le rang également avec des lames batelier là que vous voyez en bas à droite sur la deuxième. Donc ça, c'est des lames batelier qui vont venir travailler sur le rang. Donc ça, c'est la solution binage où en fait on n'a plus de couvert après. Euh, et donc c'est la solution la plus radicale. La deuxième solution, alors ici on voit des photos de chez Denis Vernet. Donc le broyeur est animé par la prise de force, donc ça nécessite quand même une prise de force à l'avant. Euh, Chez les tractoristes, c'est pas encore le cas sur les fermes actuellement. Et donc c'est une des possibilités. Et là notamment, il est utilisé en combiné, c'est-à-dire que derrière, Denis bine en même temps. Et ce broyage-là vient empêcher les bourrages de bineuses. Mais par contre, on peut tout à fait, en bio, imaginer des broyages multiples pour éviter que le couvert prenne le dessus sur la lavande et surtout favoriser la lavande à prendre le dessus sur le couvert. Et donc, ça, c'est des techniques qui demanderaient 2-3 conditions. Si on a beaucoup de pluviométrie, ben, beaucoup de développement de couvert végétal et donc forcément beaucoup de concurrence à ce niveau-là. Ce qu'il faut bien se dire quand même dans les histoires des couverts végétaux, de couverts végétaux pardon, en lavande, c'est qu'il semblerait, et ça c'est encore à démontrer, le CRIEPAM travaille dessus, qu'il y ait une concurrence quand même du couvert végétal vis-à-vis de la lavande, notamment en conditions de stress hydrique importantes. Euh, Ça peut être préjudiciable sur le rendement. Donc ça, c'est une deuxième solution. Et puis la dernière solution, c'est la plus innovante, je dirais.
Donc, c'est un outil autoconstruit par Laurent qu'il a développé sur son exploitation. Et donc, en fait, il gère à la fois le rang et l'inter-rang en même temps. C'est-à-dire que, comme vous le voyez en haut à droite, là, on a en fait des lames bateliers, enfin, d'abord des dents qui vont venir travailler le bord du rang et ensuite des lames bateliers qui vont venir travailler sur le rang pour nettoyer en fait le rang et le bord du rang. Donc ça, c'est la photo 2. Et la photo numéro 1 et numéro 3, en fait, on voit l'inter-rang et donc gérer le couvert végétal à ce niveau-là. Donc, ils sont montés sur charnière, c'est les trucs jaunes que vous voyez sur la photo, pour un suivi de sol optimal. Et puis, il y a un réglage assez fin qui doit se faire au niveau des lames bateliers pour être au plus proche du rang. Et ça, c'est toute l'expérience et je pense que Laurent pourra vous en parler plus en détail. Il y a un bémol quand même sur ces rouleaux-là où il faut faire attention, c'est qu'il faut qu'ils travaillent sur un sol couvert, c'est-à-dire que s'ils sont dans l'inter, et qu'on est un petit peu en conditions fraîches, ils vont potentiellement bourrer avec de la terre et où il peut y avoir des cailloux qui se coincent. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention et notamment dans les choix de rouleaux. Donc c'est un outil qui est assez lourd, hein, 1500 kilos. Euh, et puis bah, il y a un passage en sortie, conditions le permettent. Et puis après, dès qu'il peut, enfin dès que si la culture est un petit peu sale et qu'il est en condition de passer, euh, on, on va passer. Donc voilà, il n'y a pas un débit de chantier énorme parce que on travaille. Alors souvent, c'est suivant la, le, la plantation, c'est-à-dire de la lavande. Si on est sur un désherbage de la plantation de l'année, on va faire très attention à ne pas déchausser les rangs parce qu'ils ne sont pas encore bien implantés, etc. Donc on va ralentir le vitesse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipage, il n'y a pas d'équipement RTK, pardon. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup de précision au conducteur du tracteur pour ne pas déchausser la lavande en elle-même. Voilà. Euh, Petite précision, les dents là viennent vraiment scalper en surface, hein. C'est pareil, on est sur 3-4 cm. Enfin, c'est vraiment du travail très, très superficiel. Il y a pas de travail profond à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je les prends très volontiers. Merci Alexis. Donc je vous laisse poser les questions si besoin sur le fil. Je regarde s'il y a des questions. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions supplémentaires. N'hésitez pas à poser des questions, hein. De toute façon, le webinaire, on va évidemment vous le mettre en ligne. Merci donc de votre participation, d'avoir été nombreux. Merci évidemment à Alexis pour son travail. Merci aussi beaucoup aux producteurs chez qui on a été, et puis aux producteurs globalement qui sont très, très innovants, très en pointe sur ces questions-là, hein, qui sont ce qu'on pourrait qualifier ou ce que se qualifie souvent d'agriculteurs-chercheurs, hein, sur toutes ces questions de machinisme, sur tous ces nouveaux itinéraires techniques, sur toutes ces questions de réduction du travail du sol en bio, en non bio, avec des synergies assez fantastiques qui se font entre différents types d'agriculture. C'est ce qui nous permet vraiment d'avancer. On espère que l'exercice vous a convenu. Finalement, le webinaire, c'est pas mal parce qu'on touche un petit peu plus on touche des gens. Enfin, ça nous évite de se déplacer tous, hein, même si ça ne remplace pas la convivialité d'une réunion physique. Simplement pour prolonger rapidement ce qui vient d'être dit. Donc,
on est en train de terminer là, ce programme sur les couverts végétaux là, dont on vous a parlé. Donc, on aura évidemment tout un tas de rendus, de restitutions les plus pédagogiques et les plus faciles d'utilisation possibles. On est en train de se creuser la tête actuellement pour vous faire ça et vous mettre ça à disposition dans les mois qui vont venir. On fera peut-être aussi un petit webinaire sur la partie culture associée là, que Alexis a évoqué brièvement, mais sur lesquelles il y a pas mal de choses à dire, à la fois au niveau agronomique, puis au niveau économique aussi. Il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on a commencé à diagnostiquer, qui se passent dans le territoire grâce à un certain nombre d'acteurs économiques qui ont des triggers, notamment on a parlé de la coopérative GPS, qui permettent ce genre d'initiatives intéressantes. On va prolonger aussi ces réflexions. On a constitué, pour information, un GI2E, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental, sur l'agriculture de conservation en bio ou sans herbicides, avec les 16 ou 17 agriculteurs intéressés. Ça va de la Camargue à au-dessus de Gap, donc c'est assez large, c'est assez éclectique. L'objectif de ce groupe qu'on a constitué, c'est justement de poursuivre la dynamique d'échange et de recherche par les agriculteurs. On a parlé des couverts végétaux permanents, ça fera sans doute l'objet de travaux. Il y a encore beaucoup de choses à mettre au point sur ces couverts semi-permanents en bio, comment on les adapte en bio. Est-ce qu'on tond les luzernes comme le fait Régis dans le sud-ouest? Est-ce qu'on n'a pas travaillé aussi sur les variétés de luzerne avec des luzernes plus ou moins dormantes? Ça, c'est des choses qu'on va travailler avec l'INRA. Les cultures associées, enfin voilà, tout ça en mêlant à chaque fois de l'agronomie et du machinisme. Les deux vont vraiment ensemble et les solutions viendront des deux. Donc voilà, un GI2E où on va pouvoir continuer à réfléchir collectivement avec les producteurs et à animer tout ça. Avec des partenaires, on aura Mathieu Archambault, on aura Frédéric Thomas dans ce GI2E, on aura Arvalis aussi qui sera présent. Et puis, à plus court terme, donc vous savez qu'il y avait un salon Teken Bio qui était prévu en région PACA, chapeauté par la Chambre régionale d'agriculture, qui était prévu la semaine prochaine, qui a été évidemment annulé à cause du Covid. Mais il y avait un certain nombre de conférences qui étaient prévues, qui ne vont pas être annulées, mais qui vont être enregistrées et ensuite mises en ligne. Donc, on vous enverra évidemment les liens. Et donc, notamment, on va creuser aussi ces questions de couverts permanents en PAM. Là, il y aura en l'avant de l'Avandin, il y a une conférence qui est prévue là-dessus. On a prévu une conférence aussi sur les cultures associées, donc ça va être l'occasion de creuser ça. Et puis aussi sur l'agriculture bio de conservation des sols. Donc, vous aurez aussi un petit peu d'autres supports pour creuser la question. Voilà, rien de plus à ajouter. On va pouvoir clôturer tout ça, continuer à innover, continuer à échanger, et puis avec pragmatisme et en partageant les réussites, les échecs aussi. C'est important de partager les échecs et en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Nous, on est là justement pour vous aider à diagnostiquer ce qui se passe et puis à faire qu'on échange et qu'on avance sur ces questions ô combien importantes, qu'on avance ensemble plus vite, puisqu'on va avancer plus vite et plus loin ensemble que chacun isolément de son côté. Et donc, un grand merci Alexis pour ton travail. Et puis, voilà. Un grand merci à toi, Mathieu, pour ton accompagnement et puis à Agribio en général pour l'accueil. Et puis un grand merci également à tous les producteurs que j'ai pu rencontrer et qui m'ont accordé un peu de leur temps pour ce stage. Voilà. Merci Alexis, merci à tous. Donc, ça va être en ligne dans les prochains jours. Le diaporama, vous avez également le diaporama de la fois précédente là, qui était plus sur le choix des couverts. Et puis évidemment, le webinaire, enfin la vidéo, si vous voulez la voir et la revoir, il n'y a évidemment pas de problème. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.